Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte, et pour une fois, ça va être votre hôte pour un épisode tout seul. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'épisode tout seul. Je pense que les derniers ils remontent à juin 2023. J'avais beaucoup d'invités, j'ai encore beaucoup d'invités à venir, notamment un invité expatrié aux US, un invité qui a travaillé en Suisse, investi en France, un quadruple champion du monde, une femme d'exception qui a passé 14 mois à habiter dans son chantier, à se doucher dans la baignoire dans laquelle elle lavait ses outils. Donc j'ai vraiment plein d'invités d'exception. J'ai déjà enregistré les épisodes. Ça va vraiment être un début d'année en fanfare pour le podcast. Je suis vraiment ravi d'avoir toujours des invités de grande qualité. Mais je me suis dit, voilà, ça va être un petit moment. Là, je vais prendre un petit moment pour faire un épisode tout seul sur les biais psychologiques de l'investisseur. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de traiter de ce sujet ? Parce que j'ai sorti une formation, si vous avez écouté la semaine dernière l'épisode avec Tony, vous le savez, mais j'ai sorti une formation sur la bourse de la théorie au gros billets, comment j'investis en bourse depuis 9 ans. Et je partage 9 ans d'investissement, 9 ans de stratégie que j'ai pu avoir, de biais que j'ai également eu, parce qu'on a tous des biais. Et donc il y a 15 parties, il y a une partie sur les ETF, comment bien comprendre les ETF, lire le nom d'un ETF, savoir quels sont les frais, dans quelle société un ETF investit. Il y a une partie sur quand vendre une action, dans quel cas c'est le moment de vendre une action. Il y a une partie sur l'allocation d'actifs, quelle est sa part d'actions, de cash, d'obligations pour avoir un portefeuille performant. Putain, c'est difficile à dire ça, un portefeuille performant. Donc l'allocation d'actifs, très important, la part d'actions, la part d'obligations, la part de cash. Donc je vous partage ma stratégie et je vous partage aussi la stratégie des plus gros fonds et notamment des fonds qui ont des objectifs qui vous permettent d'avoir des objectifs en fonction de votre âge de départ à la retraite. Objectif 2025 si vous êtes très proche de la retraite, objectif 2065 si vous en êtes plus loin. Donc vraiment, je me suis un peu appuyé sur les meilleurs, je me suis appuyé sur des études pour savoir comment constituer un portefeuille. Je propose également une liste des actions par secteur. Donc déjà, je me base sur les meilleures études pour avoir la bonne répartition entre les différents secteurs. Qu'est-ce que fait Warren Buffett? Qu'est-ce que fait le fonds d'Abu Dhabi? Qu'est-ce que fait Vanguard sur ses principaux fonds? Pour savoir quelle part investir en technologie, en real estate, dans la santé, dans l'énergie. Et ensuite, je vous propose une liste de plein d'actions qui existent dans différentes parties du monde et sur différents marchés pour chacun des secteurs, parce que forcément, on n'a pas toujours des idées. Quand on parle technologie, on pense Apple, Microsoft, Alphabet, mais quand on parle santé, c'est déjà plus compliqué. Quand on parle société de real estate, côté, c'est donc immobilier, real estate, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vous ai mis pour les 12 secteurs une dizaine d'exemples à chaque fois par secteur d'actions et en disant sur quel marché elles opèrent et dans quel secteur forcément. Donc, il y a il y a 15 parties, donc ça c'est quelques-unes des parties dont je vous parle rapidement. Et il y a une partie que j'ai fait, c'est sur la psychologie de l'investisseur, parce qu'en fait la psychologie de l'investisseur, elle est très importante, elle est même capitale pour avoir un bon portefeuille d'actions. Et en fait, très souvent, et c'est à peu près un des seuls domaines du monde, le moins on en fait, le mieux c'est. Alors Fidelity, donc c'est une société qui est active justement dans ce domaine, mais c'est pas vraiment une étude qu'elle a faite, mais elle a publié un papier qui en dit long sur dans lequel elle a les retours en fait d'expérience de ses clients. Et en fait, elle a dit que les morts sont des bons investisseurs, souvent parce que justement ils ont plus les biais psychologiques. Donc c'est pas vraiment attesté. J'ai fait pas mal de recherches pour savoir s'il y avait vraiment eu des portefeuilles qui avaient été comparés. J'ai l'impression que c'était plutôt un coup marketing, mais en tout cas ça en dit long sur le fait que les biais psychologiques ils peuvent fortement nous impacter à la fois dans l'investissement boursier. Donc ça c'est une partie de ma formation. Je vais vous en parler un petit peu, mais je vais pas redire ce que je dis dans la formation, mais comme ça vous avez peut-être une petite idée des sujets que j'aborde. Mais également dans l'investissement immobilier, il y a vraiment des parallèles à faire et je trouvais intéressant de faire un épisode sur le sujet. Vous allez voir, il y a pas mal de biais psychologiques et on va les passer les uns après l'autre et puis on va voir comment essayer de les éviter à tout prix. Alors normalement, on attaque crescendo du plus faible au plus gros. Moi, j'ai décidé d'attaquer ce premier biais, un des plus importants qui est en fait l'excès de confiance.
L'excès de confiance, on comprend ce que c'est, overconfidence, souvent on dit en anglais. Donc, beaucoup d'investisseurs surestiment leurs connaissances et capacités, ce qui mène souvent à des décisions mal informées. Les études montrent que cela peut considérablement réduire les rendements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va s'obstiner dans un domaine ou alors on va constamment changer de domaine en fonction des compétences qu'on a pu acquérir. Et donc, sans prendre forcément un exemple, investissement immobilier, investissement boursier ou peut-être dans un autre domaine de votre activité professionnelle, une étude qui est assez parlante, donc c'est une étude qui est parue dans l'American Economic Review de 2004. Et en fait, on se fout un peu de l'année, c'est pas très important, mais cette étude, elle indique que 93% des conducteurs américains, et bon, ça doit être exactement pareil en France ou en Europe, en tout cas dans des proportions qui sont similaires, pensent mieux conduire que la moyenne. Donc forcément, la moyenne des gens, si on a écouté en cours de CM2, on sait que la moyenne, il y a c'est 50%, il y a la moitié dessus, la moitié en dessous. Et là, en fait, 93% des personnes interrogées pensent qu'ils sont meilleurs conducteurs que la moyenne. Et donc ça montre bien un peu l'excès de confiance. Même si on est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi avec les gens, on a peut-être un biais de surconfiance envers soi-même. Et c'est soi-même, en fait, qui est un des pires ennemis de l'investissement. Donc, dans quel cas on peut voir ça ? Le biais de surconfiance, on peut le voir notamment avec ce qu'on appelle... Donc c'est l'effet Dunning-Kruger. Je pense que c'est assez connu, vous avez peut-être déjà vu cette forme. Donc en fait, c'est le niveau de confiance par rapport à sa compétence. Donc en abscisse, vous avez la confiance, en ordonnée, la compétence. Et en fait, on voit que la courbe, elle va monter très très vite. Donc à peine on a un petit peu de compétence, on va avoir un niveau de confiance qui est très élevé. On appelle ça la montagne de l'ignorance. Et puis ensuite, plus on creuse le sujet, plus on a, ça s'appelle la chute de la réalité. Ensuite, la vallée de l'humilité. Donc c'est là où on se rend compte qu'on n'en sait pas tant que ça. Et puis ensuite, ça fait de nouveau une montée de l'apprentissage pour atteindre une sorte de plateau assez élevé. Donc ça fait, la courbe, elle fait un peu comme les bosses d'un dromadaire, avec tout de suite une grosse bosse. Ensuite, ça redescend et puis ça remonte. Donc cet effet Dunning-Kruger, il peut nous poser problème. Alors dans l'investissement boursier, on peut croire que on va tout défoncer, qu'on va faire des centaines de milliers d'euros parce que on a vu Le Loup de Wall Street et qu'on a lu la biographie de Jordan Belfort. Ou alors qu'on est peut-être le seul de son entourage à avoir un compte titre ou un PEA, on va se dire moi j'en sais plus, regarde, moi j'ai des investissements boursiers, moi je vais y arriver, toi t'as rien compris. Et donc ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions, par exemple investir beaucoup trop d'argent ou faire beaucoup trop d'opérations, penser que là on a compris que la société là elle est déjà à son pic, il faut revendre, ou alors qu'elle est trop basse et que de toute façon c'est la fin du monde et que les autres ils ont rien compris et donc il faut vendre malgré la perte pour ensuite ne plus racheter alors que peut-être que l'action elle allait remonter. Donc ça, sur les marchés financiers, on peut prendre des mauvaises décisions, essayer de timer le marché. Là, il y a plein d'études. Il y a notamment une étude de l'AMF qui a montré que ceux qui essayent de faire du trading, il y a 9 sur 10 qui ont perdu de l'argent. Ils ont fait une étude sur 4 ans. Et ils ont pu prouver que sur 4 ans, il y avait plus de 80%, c'était quasiment 9 investisseurs. Enfin, si on dit investisseurs pour les traders, pour moi, l'investissement, notamment en bourse, c'est du long terme. En immobilier aussi, de toute façon, les frais de notaire, ils nous plombent tellement le court terme quand on paye entre 7 et 10% de frais de notaire et d'enregistrement en fonction des biens. On voit bien que le trading sur l'immobilier très compliqué, les flips, on peut pas faire comme on peut le faire aux États-Unis et comme notamment Nick il l'a fait sur notre podcast privé. Et pour le trading, donc 9 sur 10 ont perdu de l'argent sur l'étude qu'ils ont fait, 10 000 euros de perte en moyenne. Si vous voulez voir l'étude, j'ai mis un extrait d'ailleurs sur la page de présentation de la formation sur la bourse. grosbillet.com/bourse, comme ça vous avez le lien une bonne fois pour toutes. Pourquoi est-ce que donc le biais de surconfiance
il peut nous pénaliser également en immobilier. En immobilier, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, et maintenant j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté, heureusement, grâce au réseau, maintenant j'ai un peu de notoriété et on me pose souvent des questions. Et le principal problème que moi je vois, alors je sais que beaucoup de gens ont utilisé cette stratégie et s'en sont bien sortis, mais pour moi, il y a vraiment eu beaucoup de gens qui sont ratés dans l'achat d'immeubles de rapport. Ils ont regardé quelques vidéos, ils ont vu que il fallait acheter des immeubles de rapport, que c'était vraiment un bon point, et ils se retrouvent avec des immeubles de rapport dans des coins dont personne ne veut, avec des travaux qui sont bien supérieurs à la valeur même d'un bien refait. Donc si le marché c'est 1000 ou 1500 euros du mètre carré, et que vous avez des travaux à faire, on a fait un épisode notamment avec un expert des subventions, et on a vu que les travaux, ça coûte très très souvent plus que 1000 euros du mètre carré quand on veut tout refaire. Donc là, il y a des gens qui ont acheté des immeubles qui sont trop gros, dont ils n'ont pas les moyens, dont ils n'ont pas eu forcément les financements totaux. Et maintenant, ils sont bloqués avec ces immeubles dont parfois personne ne veut, dont ils n'ont pas les fonds pour finir les travaux, pas les compétences forcément non plus. Ou alors ils se sont dit, je sais faire un peu les travaux, je vais pouvoir tout faire et ce sera moins cher et comme ça, je serai rentable. Et il s'avère que souvent c'est un échec. Alors bon, vu que les immeubles étaient pas chers, parfois il y a moyen, par exemple, de les revendre ou alors de s'associer ou de trouver une solution par la suite, mais c'est très compliqué. Et ça, pour moi, c'est vraiment le biais de surconfiance. On a regardé quelques vidéos, on nous a dit fonce sur les immeubles de rapport. Alors moi, forcément, c'est un peu mon avis subjectif, c'est que j'ai pas d'immeuble de rapport et je sais très bien pourquoi j'ai pas d'immeuble de rapport. C'était justement pour éviter ce genre de biais. J'ai acheté des biens dans des villes à plus que 10 000 euros du mètre carré. J'ai acheté des biens à moins de 1000 euros le mètre carré dans des villes pas chères, et j'ai bien vu que les travaux, ils pouvaient très très fortement impacter le coût du bien, et alors même que la valeur n'allait pas beaucoup changer. Donc pour moi, ça c'est vraiment ce qu'on peut voir pour l'immobilier, biais de surconfiance. Aussi, y aller un peu la tête baissée. Alors forcément, on dit toujours il faut y aller dans l'immobilier, il faut agir, il faut visiter. Effectivement, c'est la règle numéro 1, mais il faut pas non plus avoir des œillères comme un âne, et par exemple oublier des frais qui sont réels, des charges de copro, des taxes foncières. Donc voilà, il y a vraiment cet effet de la courbe de Dunning-Kruger où on se rend pas compte de tout ce qu'on sait pas, et notamment de tous les travaux qu'il faut, ou peut-être éventuellement de tous les permis, les autorisations, ou alors de vérifier des travaux qui ont déjà été faits. Parfois on achète des immeubles et il peut y avoir des gros problèmes. Donc voilà, ce biais de surconfiance, on se lance un peu la tête baissée. Alors parfois, il y a moyen de rattraper le coup. Il y en a qui s'en sont mordus les doigts. Moi, j'ai un très bon ami, il a acheté un immeuble comme ça, il a fait beaucoup de travaux. Et puis en fait, il a carrément arrêté ensuite l'immobilier parce que peut-être c'était pas la bonne stratégie. Voilà, peut-être c'est un fonceur dans la vie, ça lui a rendu beaucoup de services. Mais là, pour le coup, ça lui en a pas trop rendu. Donc le biais de surconfiance dans les marchés financiers, c'est essayer de timer le marché, essayer d'être plus intelligent que le marché, alors qu'en fait, la base, c'est ce que j'explique notamment quand je parle de la bourse, c'est de prendre la tendance. C'est pas d'essayer de timer le marché, battre le marché. Vous allez perdre votre temps et très probablement de l'argent. On suit la tendance. La tendance, pour vous donner un exemple, si vous avez 100 000 euros aujourd'hui de côté, que vous investissez en bourse, si vous suivez les rendements, alors bien sûr, les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs, mais si vous faites rien du tout, que vous avez vous prenez juste la tendance du S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Si vous avez 100 000 euros aujourd'hui, dans 30 ans, vous avez 1,8 million en ayant déduit les frais, par exemple, de votre ETF sur le sujet. Donc, on voit, alors ok, il y aura l'inflation, ça correspondra peut-être qu'à 1 million, 1,2 million, 1,3 million d'aujourd'hui, mais on voit bien que en fait, faut juste prendre la tendance. C'est pas la peine d'essayer de battre le marché. Le marché, il est haussier depuis plus que 100 ans. Peut-être, on ne sait pas le futur ce qu'il donnera, mais en général, les cycles, ils ont tendance à se reproduire. Si on compare les courbes qui ont eu lieu sur le Bitcoin et les courbes, ou surtout sur plutôt des petites shitcoins, comme on a dit, des cryptos qui avaient pas trop de projets derrière. Et l'histoire du crash, le premier crash qu'on connaît, le crash du bulbe de la tulipe, qui a eu lieu dans les années 1600. Où je crois que c'était un bulbe de tulipe, ça valait à peu près 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier.
Donc, en fait, les cycles, ils ont tendance à se reproduire. Les humains, ils se comportent de la même façon. C'est un peu les moyens qui changent, mais on a tendance à avoir un peu tous les mêmes comportements. Donc, voilà pour le premier biais de surconfiance. Alors, comment est-ce que on essaye de pallier à ça? Déjà, on se renseigne beaucoup sur le sujet pour essayer de comprendre ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Et je pense, le meilleur plan, c'est de parler à quelqu'un qui est dedans depuis longtemps, en lui exposant son projet et en lui demandant son avis. Et peut-être un peu comme maintenant dans l'IA, là, un bon conseil que je peux vous donner si vous utilisez notamment ChatGPT. Moi, j'utilise beaucoup d'IA, pas encore pour faire les podcasts, hein, bien sûr, il faut garder l'humain et son expérience. Mais dans l'IA, c'est bien de pas lui donner trop, enfin, de faire des tests où on lui donne pas vraiment le résultat attendu. Je pense que c'est un biais. Moi, il y a des gens parfois ils viennent et en fait ils ont déjà fait la boulette et vu que c'est des gens que j'aime bien, ils me disent ouais j'ai acheté cet appart, il y a ci, il y a ça, j'ai signé. Maintenant je me rends compte qu'il y a beaucoup de travaux. T'en penses quoi? Moi je peux pas leur dire vraiment écoute tu t'es raté, fallait pas faire ça. Donc voilà, essayez en tout cas si vous êtes débutant dans un domaine, donc là j'ai pris l'immobilier ou la bourse, mais ça peut être dans plein d'autres domaines de la vie, même si vous commencez des travaux que vous n'en avez jamais fait par exemple, ou alors que vous avez un nouveau métier ou une nouvelle activité, essayez de parler à quelqu'un d'expérimenté, pourquoi pas se faire coacher et d'être en fait de pas attendre de réponse, juste dire voilà il y a ça, qu'est-ce que tu en penses, à quoi qu'est-ce que j'ai pu oublier et donc ça peut vraiment vous aider et puis pour en revenir à l'IA, pourquoi pas dire un peu les connaissances que vous avez et puis lui demander qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que j'ai oublié par exemple. Alors l'IA elle fera pas les investissements pour vous et probablement pas des très bons investissements, mais en tout cas voilà, poser la question soit à quelqu'un d'expérimenté qui a un peu de la bouteille sur le sujet, ou au pire à l'IA, mais bon, l'humain, je vous recommande quand même d'utiliser l'humain au maximum, et très probablement qui va vous éclairer sur des points que vous n'avez pas vus. Peut-être que lui, il a également essayé, par exemple, de timer le marché, ou il est allé sur des projets immobiliers trop gros en pensant que ça passerait, et il vous mettra éventuellement en garde. Alors, le deuxième point, donc le premier, c'était le biais de surconfiance. Le deuxième biais, c'est le biais de comportement moutonnier. Donc là, en fait, c'est de suivre les foules. Alors, par exemple, dans l'investissement, alors là, on peut bien opposer l'investissement boursier et l'investissement immobilier. Investissement boursier, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est donc il y a une recherche du CFA Institute. Le CFA Institute, vous pouvez vous renseigner, c'est bien connu dans le monde de la finance. Il délivre notamment des diplômes niveau 1, 2, 3, CFA 1, 2, 3. C'est assez poussé, surtout les niveaux 2 et 3. CFA Institute, il a montré que, il a fait un sondage et c'était quels sont les plus gros biais d'investissement que vous pouvez avoir. Et le plus gros biais, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par le comportement moutonnier. Là, dans l'étude, exactement, c'est herding, being influenced by peers to follow trends. Et c'est un peu pareil avec comment on appelle ça, en fait sur les sites boursiers on vous dit achète ça, en fait si tu regardes il y a toujours écrit achète, il y a quasiment jamais écrit vend, ou alors il y a écrit allégé ou surpondéré. Les conseils d'achat, voilà, des sites boursiers, tout le monde veut acheter la même chose. Alors là où c'est un peu plus compliqué avec ce biais moutonnier, c'est qu'en fait dans la bourse, on dit que ça sert à rien d'avoir raison tout seul. Vous allez peut-être avoir identifié une société qui est complètement sous-cotée, qui a par exemple, on l'a pas vu, mais à son bilan, peut-être qu'elle le montre pas assez, elle a peut-être pas réévalué, notamment les immeubles. C'est pas obligatoire dans la comptabilité internationale de réévaluer les immeubles si son activité, ce n'est pas l'achat, la revente d'immeubles. Donc si par exemple vous êtes une industrie. Et peut-être que vous avez des immeubles dont la société a fait l'acquisition il y a très longtemps. Et dans ce cas-là, en fait, il y a une énorme plus-value latente que vous n'allez pas avoir directement sur les comptes. Vous avez beau lire les états financiers, très souvent, ça apparaît pas. S'il y a surtout si c'est des terrains dans des endroits que vous connaissez pas, ou alors les headquarters, je sais pas moi, à Copenhague, peut-être qu'ils ont fait x10 d'une société qui a acheté son siège social il y a 40 ans. Ça, on le voit pas forcément sur les états financiers. Peut-être que vous allez identifier ça et vous dire, en fait, la société, elle vaut beaucoup plus parce que elle a déjà 100 millions de plus-value latente sur son immobilier. Sauf que si personne le voit et personne ne le voit jamais, vous allez rester bloqué avec ce que vous pensez être un super investissement, mais en fait le cours il va jamais augmenter. Et donc vous allez être un peu bloqué. Donc en fait, souvent il vaut mieux, ce qu'on dit, il vaut mieux avoir tort avec la foule que raison tout seul.
Donc pour le comportement moutonnier, il est pas si horrible à condition de pas y arriver trop tard. Si vous regardez par exemple la courbe de Tesla sur les 5 dernières années, vous allez voir qu'il y a eu vraiment un pic, puis ça a redescendu, puis après ça a un peu remonté. Mais si vous êtes arrivé forcément en dernier au niveau du pic, eh ben là, vous êtes, c'est vous qui êtes le grand perdant, c'est vous le dernier à avoir acheté, et c'est pas forcément l'idéal. Donc, mais suivre la tendance, c'est pas si idiot dans la bourse, et être un peu comme Monsieur Tout le Monde, ça peut vous aider, à condition de pas arriver trop tard, peut-être de bien se renseigner sur les investissements à faire, et de pas, voilà, si c'est le chauffeur de taxi ou un pote qui a jamais investi qui vous parle de cette action, c'est probablement trop tard, comme on a pu un peu le voir dans la crypto. Par contre, pour l'immobilier, eh ben là, l'immobilier, ça sert à, enfin, c'est mieux de trouver des pépites, d'avoir des villes pépites. Si vous regardez les invités, très souvent, ils donnent à peu près la région dans laquelle ils investissent, mais ils disent pas exactement les villes. Pourquoi? Parce que sinon, ça va créer une forte concurrence. Notamment, on l'a vu sur les colocations dans certaines villes. À Roubaix, par exemple, il y a beaucoup de colocations. À Béziers également, alors que ou alors même des locations courte durée à la Chambre à Béziers. J'ai vu notamment Camille Investisseuse Éclair que j'avais vu sur le podcast qui en parle et elle dit qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Donc là, en fait, c'est un peu comme les coins à champignons. Si vous avez des bonnes villes d'investissement, surtout des villes qui sont relativement modeste, je sais pas, entre 10 000 et 100 000 habitants, dont on parle pas sur Internet, dont si on n'est pas originaire de là, on n'a pas forcément les connaissances de la population, du marché et tout ça, de la tension locative. Eh ben, être le seul dessus, c'est pas bête parce que vous allez avoir beaucoup moins de concurrence à l'achat, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence à la location. Si vous faites des travaux, vous allez avoir des biens de qualité, vous allez être le seul à faire ça. Alors que dans les villes, la plus connue, c'est Saint-Étienne, tout le monde s'est un peu rué là-dessus. Il y en a qui ont fait des super biens, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, alors que la demande locative n'était pas forcément là et elle n'avait pas forcément les moyens de payer plus que parce que vous avez juste fait des biens qui sont au goût du jour et refaits à neuf et qui vous ont peut-être coûté très cher par rapport au prix du marché. Donc le biais moutonnier, pas si horrible d'un point de vue bourse, plutôt handicapant. Et pareil, le jour où vous allez vouloir revendre, c'est comme un peu les programmes de défisc. Tout le monde a la défiscalisation sur la même période. Et ensuite, quand vous voulez vendre, vous êtes en concurrence avec tous les autres propriétaires de l'immeuble. Donc faire très attention à ce comportement moutonnier. C'est pas parce que il y a un investisseur qui a investi par exemple à Budapest, ça a été un peu à la mode, les plus gros youtubeurs immo d'il y a 5 ans, ils avaient acheté à 1 000 € le mètre carré dans les meilleurs arrondissements de Budapest. Voilà, maintenant, je crois qu'ils sont dans les 7 000 €. J'avais été invité par un auditeur et un invité du podcast à Budapest et ça a fait x7. Donc voilà, si vous arrivez à ce moment-là, c'est très probablement trop tard et le gros de la plus-value a déjà été pris par d'autres. Alors le biais numéro 3, donc on a fait le biais de surconfiance et le biais du comportement moutonnier, c'est celui que j'ai appelé le surréagir face à la perte. Donc après des pertes financières importantes, il y a beaucoup d'investisseurs qui arrêtent d'investir et notamment dans la bourse. Peut-être c'est des investisseurs qui ont été pris au jeu du biais de surconfiance, qui ont essayé de trader, timer le marché, qui sont rentrés peut-être à un mauvais moment suite peut-être justement à un comportement moutonnier où tout le monde commençait à gagner de l'argent avec la bourse, où ça a aussi pu arriver avec la crypto. Là, pendant 2-3 ans, la crypto, c'était très calme. Là, ça repart. On en reparle. Il y a eu l'histoire de l'ETF qui a été, les ETF sur les bitcoins qui ont été approuvés par la SEC. Et donc, là, vous voyez que si vous avez été influencé par les 2 premiers biais, en fait, vous allez peut-être perdre de l'argent. Et on le sait, l'humain déteste perdre de l'argent parce que en fait, la perte, voilà, l'aversion à la perte est bien pire que la joie provoquée par un gain. Perdre 100 €, vous allez vous en souvenir pendant longtemps, alors que gagner 100 €, peut-être que vous allez vouloir les rejouer pour faire x2, etc. Donc ça n'a pas du tout la même la joie que ça rapporte de gagner 100 € n'est pas du tout comparable à la perte qui est vraiment horrible pour l'être humain. Pourquoi? Ben on le sait, dans les temps anciens, perdre ça voulait souvent dire mourir. Donc il valait mieux peut-être ne pas manger un jour que de se faire manger par un tigre à dents de sabre. Donc ce qui peut arriver, c'est que
on a essayé de timer le marché, on a eu le biais de surconfiance, on a perdu de l'argent et du coup, on a arrêté. Idem dans l'immobilier, peut-être qu'on a mis un mauvais locataire en place. Moi, ma première locataire, c'est là où j'ai le plus gros impayé. J'étais un peu trop novice. Bon, ça date maintenant, ça doit faire à peu près 10 ans. Elle m'a payé au début, et puis après, elle a eu 5 jours de retard. Et puis, du coup, elle me payait le 10 du mois. Et puis ensuite, elle me payait le 15, le 20. Et puis, à la fin, je me suis retrouvé avec plusieurs mois d'impayés. J'ai dû aller au tribunal. J'étais plaidé moi-même, etc. Finalement, on s'en est bien sorti. L'appartement a pris beaucoup de valeur, je l'ai revendu. Mais je me suis pas découragé et heureusement parce que maintenant voilà, déjà j'ai ce podcast, j'ai toute cette communauté que vous représentez et que j'apprécie très particulièrement et qui me procure beaucoup de bonheur. Et puis j'ai les gros billets qui tombent chaque mois, des lots dont j'ai pu faire l'acquisition. Voilà, je suis passé une bonne vingtaine de fois au moins chez le notaire depuis. Donc voilà, l'aversion à la perte, ça peut nous dégoûter, peut-être comme quelqu'un qui aurait une rupture sentimentale compliquée et qui aurait renoncé à sa vie sentimentale pour toujours. Voilà. Donc en tout cas, c'est un biais qu'on peut avoir également. Et après, il y a le pendant de ce biais. Donc on va tout de suite attaquer. Donc c'est le biais numéro 4. Donc je vous rappelle le 1, surconfiance, le 2, moutonnier, le 3, aversion, surréagir face à la perte. Le quatrième, c'est celui que j'adore, c'est confondre chance et talent. Et en anglais, ça sonne encore mieux, c'est don't confuse brain with bull market. Donc ne confonds pas ton cerveau ou l'intelligence avec le marché. Un marché, donc quand on dit boule, c'est le taureau avec ses cornes, il envoie vers le ciel les cours de bourse, les cours des actions, à l'inverse de l'ours, bear, qui quand c'est un bear market, lui, avec ses griffes, il vous pousse vers le bas. Donc don't confuse brain with bull market, ou alors en français, on peut dire ne confondre chance et talent. Souvent dans l'investissement boursier, on a vite fait de se dire, ouais, tu vois, moi j'ai acheté du Bitcoin, enfin, soit dans les cryptos, j'ai acheté du Bitcoin en 2017, je suis un génie, maintenant ça vaut tant. Ou alors j'ai acheté des actions Tesla, des actions Apple, des actions LVMH qui ont pris beaucoup de valeur. C'était sûr, quand je regardais, c'était sûr que ça allait monter, etc. Toi, tu l'as juste pas vu, etc. Il faut dire qu'il y a quand même une bonne part de chance, il y a une bonne part de cours qui s'est envolé, il y a eu les taux d'intérêt faibles qui ont fait énormément monter le prix des actifs. Et donc ça, on l'a pas maîtrisé et on peut difficilement dire que c'est du talent, surtout dans les marchés boursiers ou sur les biens qui sont très liquides. Tout le monde a près le même niveau d'information ou alors c'est des initiés et c'est illégal. Donc voilà, ne pas confondre. Donc c'est en fait le pendant. Soit on surréagit face à la perte et on n'investit plus, soit le risque qu'on peut avoir, c'est en fait le marché, il est haussier, on a gagné de l'argent et puis on commence à mettre un peu toutes ses économies, à hypothéquer sa maison pour acheter du Bitcoin ou voilà, mettre en bourse à un rythme qui est insoutenable pour profiter en fait de cette hausse et penser que en fait c'est juste qu'on a été très intelligent, qu'on a su bien investir. Après, à l'inverse, donc là, ça va être un biais de nouveau où pour l'immobilier c'est différent, comme pour le comportement moutonnier. Faut bien faire la part des choses. Vous pouvez avoir un marché qui a pris de la valeur et là, en fait, faut dire ce qui est, vous n'en saviez rien. La plupart du temps, à moins d'avoir vraiment découvert la pépite, il y a des marchés qui sont devenus fous. Il y a des villes, notamment dans l'ouest de la France, qui ont connu des prix qui ont grimpé de façon exponentielle en très peu de temps et peut-être que la ville s'est un peu améliorée, mais est-ce que ça justifie que les prix aient été multipliés par 2, 3 je pense par exemple à Nantes qui a pris, alors moi j'ai jamais été à Nantes, mais là je vois que sur 10 ans ça a pris plus 34%. Bon, je pensais que c'était encore pire, peut-être qu'il y avait eu encore avant, ça avait déjà pris de la valeur, mais Nantes c'est souvent cité à présent, alors je suis désolé pour les Nantais, mais comme une des villes les plus craigneuses de France, où j'ai vu, je crois que c'était là-bas, qu'il y avait une appli pour comment rentrer chez soi sans se faire agresser, un genre de Google Maps. Donc voilà, si vous avez investi à Nantes, tant mieux, ça a pris de la valeur. Mais voilà, ne pas confondre donc le fait que le marché était haussier avec une sorte d'intelligence. Après, par contre, dans l'investissement boursier,
Et je me répète, je suis désolé pour les Nantais, j'ai jamais été là-bas. Si ça se trouve, votre ville, elle est géniale. Mais en tout cas, donc j'ai vu l'appli, elle s'appelle Wayfi. C'est comme Waze, mais version safe. Je suppose tu peux rentrer chez toi sans te prendre, sans te faire agresser, sans te faire dépouiller de tes gros billets. En tout cas, donc il y a une part de chance dans l'évolution des prix. Clairement, on n'y peut rien. Là, on le voit bien. Vous aviez beau avoir super bien acheté avant la hausse des taux. Très probablement, si vous avez acheté un bien en début 2022, les prix, de votre bien, il a baissé, au mieux il a stagné parce qu'il y a eu la hausse des taux. Et là, en fait, vous y pouvez rien. C'est comme ça, les taux ont augmenté. Personne, alors il y a des gens, ils vont dire oui, mais les taux, ils étaient anormaux et tout ça. Personne pouvait imaginer que les taux allaient augmenter aussi vite. C'était jamais arrivé. C'est tout. C'est juste des questions d'humains qui se sont dit bon, bah, on va augmenter. Donc, voilà. Mais c'est pas pour ça que vous êtes idiot d'avoir fait un mauvais choix. Comme en bourse, l'intelligence sert à rien en fait. Il faut juste avoir de la discipline et s'y appliquer, s'y tenir, investir ce qui est prévu, pas plus, pas moins, et profiter de la tendance haussière. À l'inverse, dans l'immobilier, il y a une très grosse part d'intelligence. On peut identifier des bonnes opportunités, voir ce que les autres n'ont pas vu, gagner des mètres carrés, exploiter un bien différemment, bien optimiser les travaux, créer un coup de cœur, bien choisir ses locataires. Tout ça, c'est une preuve d'intelligence. Donc là, c'est différent du marché boursier sur lequel on n'a pas vraiment la main. Que les cours ils montent ou ils baissent, peut-être qu'on a bien identifié des sociétés. On a surtout fait une allocation d'actifs qui est intelligente, c'est une diversification qui est intelligente, mais pour l'immobilier, on a vraiment la main mise dessus. On peut faire des choses qui sont bien, notamment dans l'exploitation. Si on veut revendre, il y a des façons de vendre. Peut-être bien choisir soit un agent, soit vendre soi-même, créer le coup de cœur, réparer les petits défauts d'un appartement ou d'une maison, mettre bien le jardin, tout ça. Il y a vraiment une part d'intelligence là-dedans. Et c'est pour ça que l'immobilier, que j'ai fait beaucoup plus d'épisodes sur l'immobilier, parce que il se passe beaucoup plus de choses. La bourse, contrairement au film, c'est ennuyant. Il y a rien, il y a pas de rêve à avoir. Il y a juste des gros billets qui tombent à la fin si on a appliqué la bonne stratégie. Alors que dans l'immobilier, il se passe plein de trucs. Il y a moyen d'optimiser, etc. Donc là, ce biais numéro confond chance et talent, très important pour ne pas perdre son argent. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que vraiment j'ai su dénicher la perle, ou est-ce que en fait le prix au mètre carré de mon bien quand je le revends, il a évolué de la même façon que le marché? Si c'est tel le cas, voilà, vous avez pris votre billet, tant mieux, mais n'ayez pas du coup le biais de surconfiance. Ensuite, le biais numéro 5. Donc, je vous rappelle, on a fait la surconfiance. Le numéro 2, c'était le comportement moutonnier. Surréagir aux pertes. Numéro 3, confondre chance et talent. Biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, il est super important. En fait, le biais d'ancrage, et là, il y a eu une étude, j'avais lu dans un livre, je pense que c'était dans le livre Nudge. Donc, la publication, c'est Playing Dice with Criminal Sentence. Donc, c'est en fait une étude qui a été faite sur des juges, sur 20 jeunes juges, je crois. Alors là, avec des pincettes, je me rappelle surtout des conclusions. C'est ça qui est intéressant. C'est en fait, ils avaient soumis des dossiers fictifs à des juges. Et en fait, ils leur avaient fait jeter des dés. Et en fonction des scores au dés, les juges, après, ils avaient mis une peine plus ou moins élevée. Plus t'es proche de 12, plus ils mettaient une grosse peine. Plus t'es proche de 2, plus la peine était faible. Et ça, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, en fait, ça part du principe que le cerveau humain, il a beaucoup de mal à réfléchir de façon absolue, mais il arrive beaucoup mieux à faire des comparaisons, même des comparaisons qui ont rien à voir. Les dés et la peine, donc rien à voir, mais ça peut quand même nous impacter. Dès qu'il y a des chiffres, ça nous impacte. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, on y est soumis. Alors, le biais d'ancrage dans la bourse, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, que vous considérez qu'il faut vendre une action ou ne pas la vendre par rapport, en fait, à votre prix d'entrée. Vous êtes rentré, donc votre PRE, comme on dit souvent, il est, par exemple, à 30. L'action, elle est passée à 25. Vous vous dites, je suis en perte, je vends. Voilà, ça fait mal, mais je vends. Ou alors, l'action, elle est passée de 30 à 100 et vous dites, je prends ma plus-value, l'action a beaucoup augmenté, je vais vendre. Sauf que le marché, il en a rien à faire de combien vous avez payé votre action.
En fait, il faut vraiment s'appuyer sur des critères beaucoup plus objectifs. Par exemple, est-ce que la société gagne ou perd des parts de marché? Est-ce que la société fait toujours du travail de recherche et développement? Ça, c'est des vraies questions. Quel est le price earning ratio de la société par rapport à ses comparables? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Mais le prix que vous avez payé, on n'a rien à faire. Ça va rien changer. Alors, à l'inverse, dans l'immobilier, là, du coup, ça fonctionne de la même façon. Plus un bien va être affiché à un prix élevé, plus ça va être compliqué de le payer pas cher parce que vous allez partir de ce prix, même si vous savez que c'est très très élevé. Alors c'est pour ça que moi, j'en parle souvent dans tout ce qui est négociation. Donc un bien, en fait, plus vous l'affichez cher, si vous affichez un bien trop cher à la vente, vous avez aucun appel. Là, vous êtes trop cher, vous êtes mort. Mais si vous trouvez le prix juste en dessous sur lequel vous allez avoir des appels, à la fin, vous allez vendre votre bien plus cher, très probablement, que si vous aviez baissé le prix à un niveau qui serait plus acceptable. Et à l'inverse, quand vous achetez, c'est pareil. Les biens les moins chers sont ceux que vous allez payer les moins chers. Ça semble logique. Mais même quand on le sait, même quand on est un investisseur avisé, moi, il y a des marchés que je connais très bien. Ça fait 5, 6, 7 ans que je suis dessus. J'ai beaucoup visité des centaines de visites. Mine de rien, le prix qu'on a, il nous impacte. C'est impossible autrement. Et les offres, même si du coup on va faire une offre peut-être à moins 40%, ça m'est déjà arrivé parce que les biens, ils étaient vraiment, vraiment trop chers. Eh ben, ça se trouve, si le bien il était affiché 40% de moins, eh ben, j'aurais quand même fait une offre encore plus basse. Donc, vraiment, et c'est pareil pour les devis des travaux, on va toujours négocier moins 1 000 euros, moins 2 000 euros peut-être, mais le prix de base, une fois qu'il est fixé, eh ben, on a du mal à en dévier. Et c'est pareil dans le monde professionnel. Parfois, il y a quelqu'un qui va venir avec un rapport. Il aura déjà tout préparé. Et ensuite, dans les réunions, vous allez juste discuter d'un ou deux points comme ça, même si c'est pas des chiffres, d'un ou deux points de ce futur projet, de cette future campagne, de cette future loi, peut-être si vous travaillez dans le public. Et en fait, vous allez plus discuter des fondamentaux parce que sous prétexte qu'il a déjà tout préparé, on va pas tout remettre à zéro. Et donc en fait, on discute juste des petits points comme ça. Et c'est comme ça souvent qu'il y a des lois ou des choses qui se passent en entreprise qu'on n'aurait pas forcément voulu. Mais vu que quelqu'un est déjà venu avec un truc fixe, après on a juste négocié à la marge, peut-être quand est-ce qu'on va l'appliquer, peut-être changer une ou deux tournures de phrases, et on va plus se poser la question de mais attends, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait? Est-ce qu'on voulait vraiment une nouvelle procédure pour ça, ou est-ce que la procédure qu'on avait elle marchait? Là, ça nous rajoute plein de trucs. Pourquoi on fait ça? Parfois, on oublie complètement ça. On va se dire ah bah non, cette étape, je suis pas d'accord, mais on va oublier l'essentiel. Donc voilà, ça c'était le biais numéro 5. Biais d'ancrage, ça sert dans tout dans la vie. Je pense qu'on a des enfants, on peut assez bien s'en sortir pour négocier. On peut bien s'en servir pour négocier des choses avec eux. Alors le biais suivant, donc je l'ai appelé, j'ai lu plein de choses dessus, je l'en ai lu aussi en anglais, donc je sais pas exactement comment ça peut se traduire. Je l'ai appelé peur d'investir au plus haut. Donc en fait, souvent, que ce soit à la bourse ou dans l'immobilier, les prix, ils ont tendance à monter. La bourse, bah justement, c'est tout le principe, c'est de suivre la tendance. Et dans l'immobilier, on profite à la fois des loyers et éventuellement des hausses des prix du marché. Historiquement, notamment grâce au taux faible pendant la période 2008-2022, eh ben le prix des actifs a augmenté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les biens, ils ont jamais été aussi chers. Et on attend pour rentrer. On se dit, c'est pas le bon moment pour rentrer. Les prix, ils vont baisser. J'attends que ça baisse. Alors, faut faire très attention par rapport aux biais moutonniers, parce qu'en fait, ils peuvent venir un peu en contradiction. Mais donc, on hésite vraiment à se lancer. Et en fait, il y a des études qui ont été faites. Moi, c'est vrai que c'était un biais que j'avais, mais je me suis renseigné. Ça fait déjà bien longtemps que je me suis renseigné sur le sujet. Et il y a eu des études qui ont été faites sur le marché boursier. C'est hyper simple parce qu'on a les données. Sur le marché immobilier, il suffit de prendre la courbe d'augmentation des prix. On se rend bien compte que si on était rentré il y a 5 ans quand c'était cher, même aujourd'hui, avec la légère baisse qu'il y a pu y avoir à cause de la hausse des taux, on a fait plutôt une bonne affaire. Et donc sur les marchés boursiers, c'est prouvé en fait que rentrer sur un plus haut de marché, historiquement, vous avez plus de chances d'avoir des meilleurs retours que si vous rentriez à un autre moment. Donc parfois on dit le CAC 40 a atteint 7000 points, 7200 points, 7300 points, et on se dit mais
ça a jamais été aussi haut, c'est pas le moment de rentrer. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des conseils en investissement, vous le savez très bien. Moi, je suis juste là pour vous éclairer et vous montrer la voie dans tous les cas, dans tous les contenus, les interviews qu'on peut faire. Forcément, c'est pas des conseils, je vous dis pas d'investir là-dedans ou non, mais j'essaie vraiment de vous éclairer un peu sur les biais qu'on peut avoir. Et donc, rentrer sur un plus haut de marché, il a été prouvé que c'est un très bon moment sur les investissements boursiers. Si vous voulez, si vous savez un peu lire l'anglais, il y a notamment un bon article qui est assez court dessus de Wilmington Wire, Investing at a Market All-Time High. Donc on dit souvent ATH pour ceux qui connaissent la crypto, Overcoming a Fear of Height. Ne pas avoir le vertige en fait. Je vous conseille de le lire, il date de 2021. Et donc, il montre bien les rendements qu'il y a pu avoir. Et donc, les rendements, ils sont supérieurs quand on rentre sur un plus haut de marché que quand on rentre sur un moment lambda ou une baisse. On dit aussi en bourse, ne pas essayer d'attraper un couteau qui tombe. Ça vient probablement d'une conséquence en fait de ça. Donc, rentrer sur un plus haut de marché, quand on est investisseur immobilier, c'est embêtant. On se dit, punaise, il y a 2 ans. Alors là, en ce moment, vu que là, il y a eu la hausse des taux, on se dit, bon, il y a 2 ans, je payais 500, maintenant je paye 700. Mon remboursement, même si je paye moins cher le bien. Et avant, on se disait, punaise, avant, c'était le même appartement, il coûtait 70 000 euros, maintenant, il coûte 85 000, c'est plus le moment, je vais attendre, etc. Sauf que peut-être pendant ce temps, vous avez perdu, si vous êtes dit ça, vous avez perdu 3 ans de loyer, et en fait, la valeur de votre bien, elle a continué à grimper, et même si elle baisse, tant pis, on prend les loyers, le bien, il est rentable, il s'autofinance au minimum, surtout si vous avez fait des acquisitions il y a quelques années, et on en profite bien, et si ça monte, tant mieux, et sinon, on encaisse, on rembourse, et on arrive encore à payer les taxes foncières et même les taxes d'habitation sur les LCD pour les malheureux qui n'ont pas réussi à obtenir de dégrèvement. Donc voilà, le biais, la peur, on pourra appeler ça le biais du vertige, la peur des all-time high. Alors, le biais suivant, donc je vous fais un petit rappel, donc il y a eu les biais de surconfiance, biais de comportement moutonnier, aversion au risque, confondre chance et talent, biais d'ancrage. Et là, alors, j'ai cherché parce que j'avais lu un livre en anglais là-dessus, enfin un livre qui parlait de ça en anglais. Donc en français, on appelle ça effet de dotation, biais de dotation. Et en fait, c'est aussi lié à l'escalade de l'engagement. Donc en fait, l'effet de dotation, c'est le fait de quand on possède quelque chose, d'y accorder plus de valeur par rapport à si on le possédait pas. Donc, si on possède un appartement dans une ville, peut-être que la ville, elle a tendance à se dégrader, le quartier, il se dégrade, mais vu qu'on le possède, on a tendance à lui donner plus de valeur et à s'y accrocher et pas vouloir le vendre alors qu'il nous cause beaucoup de soucis. Et à l'inverse, et pareil, pour la bourse, peut-être qu'une action, elle est en train de prendre un cours complètement débile. On se rend compte, si on regarde les ratios boursiers, qu'il y a rien qui justifie que ça vaut autant. Et on dit, mais non, mais ça vaut plus, tu vas voir, ça vaut plus. Ou dans la crypto, ouais, mais toi, tu comprends pas. Donc, on commence à cumuler les biais de surconfiance, biais de comportement moutonnier, mais deux spécialistes. Tu comprends pas, cette crypto, elle va valoir tellement, ça monte comme le Shiba. Donc, biais de dotation, donc c'est quand on possède quelque chose, on a tendance à lui donner une valeur qui est un peu qui est supérieure si on la possédait pas. On n'analyserait pas de la même façon une action qu'on possède ou un bien immobilier qu'on possède par rapport à si on ne le possédait pas et qu'on devait l'acheter aujourd'hui. Ça peut conduire à quoi? Ça peut conduire à garder une action qui a beaucoup baissé en se disant non, mais en fait tu comprends pas, ça va remonter, ça a toujours remonté, c'est une action que je connais bien. Et ne pas la vendre, et surtout dans l'immobilier, à la limite les portefeuilles boursiers, c'est pas grave, bon, au pire vous perdez de l'argent et elle sera compensée peut-être et probablement par des actions qui auront explosé vers le haut, mais pour l'immobilier, parfois on s'accroche, et surtout quand on met par-dessus donc l'escalade de l'engagement, qu'on a peut-être beaucoup galéré sur un chantier ou avec des locataires, avec un immeuble. L'épisode de la semaine dernière, c'était avec Tony. Lui, il a parlé de quand il a vendu un immeuble, ça lui a enlevé une énorme épine dans le pied. Mais peut-être qu'on a tellement galéré dessus, on veut pas le vendre, on lui donne une valeur qui est supérieure du fait de ces deux biais, biais de dotation et biais effet de dotation et spirale de l'engagement.
On veut pas en sortir. Et ça, en fait, ça peut arriver aussi, la spirale de l'engagement dans tout ce qui est travail. Moi, ça m'est arrivé dans mon premier travail. J'étais auditeur. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, chaque année, on vous fait monter des genres de grades qui sont complètement bullshit. Enfin, c'est des vrais grades parce qu'en fait, on vous confie toujours plus de responsabilités pour des salaires qui sont assez limités. Bon, je crache pas dessus, hein. C'est comme ça que j'ai pu acheter mes premiers biens immobiliers. Mais c'était très compliqué et en fait, vu on travaille énormément, 70 heures par semaine. Il y a pas longtemps, j'avais posté sur Instagram que j'avais un réveil le 31 décembre à 3h45 pour aller contrôler un inventaire alors que j'étais en vacances. J'avais que 5 semaines de vacances et pendant les vacances, on me faisait revenir pour aller contrôler dans le froid une quincaillerie où tout était en allemand. Donc c'était génial. Voilà, spirale de l'engagement, vous êtes dans une situation qui est défavorable, ça peut aussi arriver, alors je suis pas expert en relation homme-femme, mais ça peut aussi arriver dans des couples, il y en a, ils veulent toujours essayer de sauver la relation, et puis ils se disent on est passé par des moments tellement durs, on va pas arrêter maintenant, mais parfois c'est la bonne solution. Donc voilà, être conscient en tout cas que ça existe. Si vous êtes dans une situation qui est pas confortable pour vous, soit avec un bien immobilier, soit dans votre métier et puis dans votre couple si vous voulez, renseignez-vous en fait sur la spirale de l'engagement et sur la théorie aussi des sunk costs. Je sais plus comment on dit en français sunk cost. Sunk, c'est le bateau qui coule, c'est les coûts perdus en fait, c'est l'argent. Parfois, puis il y a Florent là, il en parlait dans un épisode de podcast également. Parfois en fait, c'est la merde. Vous avez déjà perdu de l'argent et vous essayez de vous refaire un peu lié au biais de la version risque également. En fait, parfois vous avez perdu de l'argent, c'est comme ça. Il faut couper. Tant pis. Passer à autre chose. Moi, ça m'est arrivé, un concierge, par exemple, de Airbnb. C'était un escroc. Au bout d'un moment, il a loué les biens sans qu'on touche l'argent. En fait, il disait, j'avais pas de location. Et en face, les biens étaient loués. Et puis, on s'est rendu compte avec d'autres investisseurs. Enfin, on s'est rendu compte assez vite, au bout d'un mois peut-être, mais il faisait ça et ça se trouve, enfin au bout d'un mois où il le faisait en full, ça se trouve avant 1 ou 2 jours par-ci par-là, il louait et puis il encaissait l'argent. Et en fait la théorie donc des sunk costs, c'était moi je me suis dit j'ai perdu cet argent, je vais pas commencer à le poursuivre ou je sais pas quoi, perdre mon temps, mon énergie pour récupérer 2000 euros. Tant pis, c'est perdu, on passe à autre chose. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Pareil, j'avais un bien dans un quartier qui était qui s'était pas du tout arrangé, il commençait à avoir beaucoup de clochards et tout, et du coup je l'ai vendu. Le bien entre-temps il a pris de la valeur, mais je suppose parce que j'ai plus l'effet de disposition justement, mais j'ai coupé et ça allait très bien et j'ai jamais regretté d'avoir vendu ce bien parce que vraiment quand j'y allais ça me coûtait. Et puis je me voyais pas le louer à n'importe qui parce que voilà le quartier c'était clairement pas arrangé voire dégradé. Et le dernier biais que je voulais vous présenter, je fais un épisode un peu plus court pour une fois parce que j'ai eu des invités qui avaient beaucoup de choses à dire récemment et je me rendais compte que les épisodes étaient longs. Donc là, on va faire un épisode un peu plus court. Le dernier biais que je voulais vous proposer, et c'est un biais à mon avis qui est pas très connu, que j'ai remarqué, qui est bien connu sur les marchés financiers, mais qui est peu connu dans l'immobilier, c'est le biais de domesticité. C'est comme ça, je pense qu'on l'appelle. C'est en fait les investisseurs financiers, ils ont tendance à surpondérer. Et moi le premier, mais j'en suis conscient, du coup j'ai diversifié par la suite, mais en fait à surpondérer les investissements dans leur pays d'origine. Donc si vous êtes français, vous allez acheter plus d'actions, par exemple vous allez acheter des actions Total et pas des actions Chevron ou ExxonMobil ou Shell, parce que en fait vous connaissez Total, on vous a parlé de Total, alors que les autres sociétés sont plus leaders. Donc souvent quand on est leader, on a plus de marge, on a plus de moyens, plus d'économies d'échelle, on a accès à des meilleures conditions de financement. Donc souvent investir dans les leaders, c'est une bonne stratégie. Et en tant que Français, on va peut-être investir sur Total plutôt que sur les leaders. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je vous explique. Et ça, on peut le faire avec beaucoup d'investissements. On va, par exemple, si on veut investir dans l'assurance, on va investir chez AXA parce qu'on est français et qu'on connaît AXA qui paye des gros dividendes, même s'ils ont eu un parcours boursier un peu compliqué. Donc, ce biais, il est bien connu chez les investisseurs boursiers.
On a des solutions pour pallier ce problème. Voilà, mettre noir sur blanc sa stratégie, sa diversification souhaitée. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que souvent c'est des sociétés qui sont mondiales. Donc en fait, si vous achetez des actions d'une société qui a son siège en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en fait ça se trouve elle est sur le même marché. Donc mais c'est un biais qui est bien connu et parfois on se dit pourquoi t'as acheté juste des actions de cette société alors que c'est pas un leader, alors que en fait les leaders ils ont souvent regardé LVMH par exemple, la capitalisation elle s'envole parce que ils ont accès, ils ont les meilleurs moyens, ils peuvent faire les meilleures pubs, ils ont accès aux meilleures égéries, ils ont accès à la meilleure je suppose, je suis pas expert dans le luxe, mais ils ont accès aux meilleurs matériaux, etc. Donc très important le biais de domesticité. Et en fait ça on le voit souvent, le biais de domesticité dans l'immobilier. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, surtout pour les RP. Alors domesticité sur le pays, ça paraît logique. Tout le monde ne déménage pas du jour au lendemain, même si j'ai eu beaucoup d'invités expatriés. Mais en fait les personnes, alors bien sûr quand on est investisseur surtout locatif, c'est très important de bien connaître sa zone, bien connaître son secteur pour connaître notamment les problèmes qu'il peut y avoir en France. Des problèmes, il y en a souvent. Donc ça peut être des nuisances, par exemple avions, trafic, trafic dans les deux sens justement, trafic de voitures, mais également des trafics qui pourraient avoir lieu peut-être à certains moments de la journée qui sont pas ceux quand vous visitez, voisinage, etc. Donc c'est important de bien connaître sa zone. Par contre, souvent je le vois sur des RP, il y a des gens qui en fait, ils ont habité dans un endroit et en fait ils cherchent que là. Ils se disent ouais ça c'est le meilleur endroit du monde, tu te rends pas compte, là il y a le supermarché à 2 pas, il y a l'autoroute qui est très proche, on a vraiment accès à tout. Et en fait, du coup, ils cherchent que là. Et par exemple, ils vont se surendetter parce que souvent, ils habitent quand on est locataire. Il y a moins de rentabilité dans les quartiers chics. Donc, en fait, c'est quand même payable. Alors qu'après, si on veut vraiment acheter, pourquoi j'ai moins de rentabilité? Vous vous rendez bien compte? C'est assez simple. À Paris, les rentas sont plus faibles que dans des villes qui sont un peu qu'à Roubaix, Saint-Étienne ou Clermont, c'est comme ça. Et en général, plus les quartiers sont prisés, plus les prix sont élevés et les loyers ne suivent pas forcément cette tendance. Il y a bien sûr des exceptions, mais en général c'est comme ça. Dans les villes chères, les rentabilités. Et j'étais encore à Zurich il y a même pas 2 mois. Les rentabilités c'est 3% là-bas. Mais peut-être que l'immobilier prend beaucoup de valeur, etc. Donc dans les villes chères, souvent la rentabilité est très faible. Et donc en fait, vous allez habiter là, par exemple, vous êtes locataire et vous avez l'impression que c'est le meilleur endroit du monde. Ça peut être un endroit chic, ça peut être un endroit tout à fait normal. Et ensuite, vous allez acheter peut-être votre résidence principale et vous allez mettre tout l'argent qui est disponible dans cette résidence principale. Et ensuite, vous ne pourrez plus investir dans du locatif. Ou alors, vous n'allez pas trouver de bien à votre goût. Vous allez vous contenter d'un bien qui est moyen parce qu'en fait, vous n'avez pas été voir ailleurs. Donc, alors, autant pour l'investissement locatif, c'est très important de bien connaître son secteur. On peut le connaître quand même assez rapidement si on passe un peu de temps. Forcément, si on dépense 100 000 euros, il faut passer plus que 2 heures à s'intéresser à l'endroit dans lequel on va acheter. Mais pour sa résidence principale, ça peut valoir le coup d'aller explorer un peu des autres territoires. Peut-être qu'en fait, c'est plus simple, qu'il y a moins de trafic pour aller à votre bureau, ou il y a d'autres avantages que vous n'avez pas identifiés et dont vous ne bénéficiez pas à ce moment-là. Donc, vous avez ce biais de domesticité. Moi, je l'avais aussi quand j'étais plus jeune et en fait, un peu par la force des choses, j'avais déménagé dans un autre quartier. Et puis, il s'avérait que c'était très bien et qu'il y avait beaucoup de points positifs. Il y avait quelques trucs en moins, mais je trouvais pas de bien dans mon budget et dans les conditions que je souhaitais à cette époque-là. J'ai déménagé et ça s'est très bien fait. Et depuis, j'ai fait quelques allers-retours, j'ai changé de quartier. Et à chaque fois, j'ai pu identifier des très bons points, des choses qui étaient un peu moins bien. Mais donc voilà, ne pas se focaliser sur un quartier très important. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. J'aurais fait un épisode de moins d'une heure. Donc je vous rappelle les biais de surconfiance, biais de comportement moutonnier, confondre chance et talent, ça j'en parle dans la formation sur la bourse. Don't confuse brain with bull market. Surréagir face à la perte et ne plus jamais investir. Et à l'inverse, donc quand on confond chance et talent, croire que on est le meilleur du monde, le plus intelligent dans l'investissement, en tout cas en bourse, l'intelligence, être intelligent ou bête,
ne va pas vous rendre riche. Ce qui va vous rendre riche, c'est d'être constant et discipliné. C'est un peu comme dans la nourriture, en fait, hein. C'est pas parce que vous êtes intelligent que vous avez une shape d'enfer. Investir au plus haut, très souvent, les études ont prouvé que c'est un bon moment pour rentrer, qui est un peu contre-intuitif. L'effet de dotation, sunk cost et spirale de l'engagement, très important pour savoir s'il faut sortir ou non, être conscient de ces biais psychologiques et le biais domestique. Donc faire attention quand un investisseur boursier, bien diversifié pour en cas de changement de réglementation peut-être dans un pays ou d'effondrement d'un pays, ne pas être forcément 100% là-dedans. Et quand on veut acheter sa résidence principale ou même pour investir, si une zone est devenue trop chère, moi ça m'est arrivé, il y avait des quartiers qui sont devenus trop chers dans les villes où j'investissais, je suis allé voir dans d'autres quartiers qui étaient un peu moins connus, un peu moins prisés, et j'en suis très satisfait. Et ces quartiers, ils ont un peu mieux évolué d'ailleurs que les quartiers historiques que dans lesquels j'avais pu investir. Voilà, ça c'est donc j'ai mixé IMO bourse, comme ça vous savez. Si vous voulez la formation investir en bourse, de la théorie au gros billet, elle est disponible, prix de lancement pour les 50 premiers, c'est à moins de 100 euros, et en plus avec les parrainages et tout ça, vous pouvez récupérer soit en remboursement de frais de transaction, soit directement en liquidité, plus que le prix de la formation. Vous allez sur grosbillet.com/bourse et vous saurez tout si vous le souhaitez. Sinon on se retrouve la semaine prochaine avec un invité d'exception ou peut-être une invitée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et pensez à partager, à liker, éventuellement à commenter si vous êtes sur YouTube cet épisode. À très bientôt. Bye bye.